plus heureux et ému de pouvoir te rencontrer sur un nouveau plateau. Je crois que je découvre pour la première fois. Tout à fait. Et je ne peux que pour une première invitation te souhaiter toutes les bonnes choses afin que ce nouveau cadre te porte davantage, encore plus de chance. Alors pour chuter, je vais donner aussi mes salutations à tous les téléspectateurs qui auront l'occasion de pouvoir nous suivre. C'est vrai qu'ils vont me découvrir pour la première fois, mais espérons que ça ne sera pas pour la dernière fois. Voilà. Franchement, ça ne sera pas la dernière fois. C'est aussi notre souhait. Vous venez de temps en temps, hein, que vous soyez notre habitué de chaque mercredi pour ici l'émission. Donc, émission de débat. En face de vous, vous êtes censé être en face de monsieur Pompon Joli, qui malheureusement n'est pas encore là. Il devait être là, mais il a connu de petits soucis. Comme vous connaissez, Kinshasa, la circulation pose parfois un peu problème. Mais je pense que d'ici quelques minutes, il sera avec nous. Pompon Joli, qui va donc également nous recevoir, avec qui nous allons discuter autour de ces deux questions d'actualité. Alors, Maître Samuel Nkonko, très rapidement, on va devoir démarrer, on va planter le décor. C'est justement les élections. 2028 approche, nous sommes en 2026, plus ou moins 2 ans et demi qui restent pour que nous puissions organiser en principe les élections. Mais quand vous suivez les présidents de la CENI, ils vous disent déjà le retard est en train d'être consommé. Ils n'ont pas de moyens pour pouvoir déjà mettre en œuvre la feuille de route qui avait été publiée, la feuille de route qui avait commencé par la cartographie, l'enrôlement, ainsi de suite. Déjà là, les Congolais, en principe, devraient déjà commencer à vivre les opérations d'enrôlement, ce qui n'est pas encore le cas. D'un autre côté, il y a la loi sur le référendum qui a été adoptée à l'Assemblée nationale qui projetterait un référendum sur la Constitution. Et de l'autre côté, l'opposition maintient pour dire que le président ne peut pas toucher à la Constitution, il doit partir dans le délai constitutionnel. Alors, on est en train, apparemment, à l'allure où vont les choses, on est en train d'aller lentement mais sûrement vers la fin du mandat constitutionnel du président, mais déjà, apparemment, tout n'est pas mis en place pour que l'alternance puisse avoir lieu. De notre côté, il y a ce que j'ai dit appelé tantôt le référendum qui est aussi projeté. Maître Samuel Nkonko, on fait comment? Si nous sommes à 3 mois de la fin du mandat du président et qu'il n'y a pas organisation des élections, qu'est-ce que nous faisons? Alors, merci bien, vous avez posé plusieurs questions à la fois. On va essayer de les aborder les unes après les autres. C'est vrai qu'il y a un constat presque amer qui est celui de pouvoir, moi et vous, que l'opinion nationale et internationale, constater que nous nous approchons déjà de la fin des délais presque constitutionnels reconnus à certaines institutions de la République, à savoir la présidence de la République ou le président de la République et les animateurs de l'institution législative, les députés et les sénateurs, tous arrivent presque à la fin de leur mandat et il est prévu, au regard des textes qui encadrent ce secteur, que les élections doivent se précéder par un processus. Le processus électoral est non seulement technique, il est aussi législatif. Et jusqu'à ce jour, nous sommes presque à près d'1 année et demie de la fin de mandat du chef de l'État que celui des animateurs des institutions législatives. On constatera, nous et vous, que les processus techniques liés aux opérations électorales jusqu'à présent n'ont pas encore commencé. Et bien plus, nous avions entendu le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui est la centrale électorale chez nous, à laquelle il est reconnu de pouvoir organiser les élections en République démocratique du Congo, a posé un dernier communiqué. Il faisait savoir qu'il était important d'organiser des élections et il fallait mettre des moyens. Lesquels moyens ne sont pas encore mis à leur disposition afin de pouvoir préparer déjà le processus électoral tel que voulu par les textes qui encadrent ce secteur. Mais là est une chose, mais une autre c'est laquelle, c'est qu'il y a des raisons pour lesquelles nous en arrivons là. C'est quoi ces raisons? Vous avez d'autre part des raisons d'ordre politique et des raisons d'ordre sécuritaire. Je vais commencer par les raisons d'abord d'ordre sécuritaire. C'est vrai que nous sommes dans une crise sécuritaire qui, ça fera pratiquement maintenant près de 4 à 5 ans, qu'il y a une partie de la République démocratique du Congo qui est sous occupation des forces rebelles. Et les discussions censées pouvoir mettre fin à cette crise sécuritaire jusqu'à présent, continuent à piétiner, n'aboutissent pas comme voulu. Pourquoi? Parce qu'il est vrai que pour que nous puissions sortir de cette crise sécuritaire dans laquelle nous nous retrouvons,
il y a plusieurs recommandations qui ont été faites, que ce soit au niveau national, international qu'au niveau régional. Les recommandations qui ont été faites, c'était des recommandations tendant à pouvoir ramener autour d'une table toutes les personnes en conflit afin de pouvoir sortir de la crise dans laquelle nous nous retrouvons. Et nous avions aussi suivi récemment le chef de l'État lors de son point de presse qu'il a tenu face à la presse nationale, avec la presse nationale. Clairement, il a opiné sur son avenir politique et il a dit clairement que tant qu'il n'y aurait pas de paix, il n'y aurait pas d'élection. Alors, autrement dit, si seulement la partie est de la République démocratique du Congo n'est pas récupérée au profit de la gouvernance actuelle, il n'y aurait pas des élections. Alors, ceci est un des éléments qui fait à ce qu'aujourd'hui, vous constaterez tout simplement que les opérations électorales continuent à tarder parce que les questions d'ordre sécuritaire ne sont pas encore résolues et les questions d'ordre politique tentent de pouvoir trouver des solutions peu à peu et espérons tout simplement que la volonté politique pourra permettre très facilement à nos acteurs politiques de pouvoir réellement sauvegarder la démocratie dans laquelle nous nous retrouvons parce que nous le voulions ou pas, il y a une part de volonté qui ne se manifeste toujours pas dans le chef de certains acteurs afin de libérer le processus électoral. Et si cette manifestation de volonté ne s'ensuit toujours pas, on risque de se retrouver toujours bloqué à ces stades-là et ça ne sera pas bon pour notre jeune démocratie. Maître Samuel, qu'est-ce que nous faisons entre-temps les retraites sont en train d'être consommées. Qu'est-ce que nous devons faire dans ce contexte? À quoi la nation devra-t-elle s'attendre? Ce que nous sommes appelés peut-être à faire présentement, c'est tout simplement, en tant que peuple, nous sommes des acteurs, vous m'avez relié presque à la société civile. En tant qu'avocat, j'émane naturellement de la société civile, quoique je suis un acteur qui agit régulièrement sur le plan politique. Ce que nous pouvons faire en tant que peuple, nous avons un devoir, c'est un devoir citoyen. Le devoir citoyen que nous avons, c'est celui de pouvoir continuer à interpeller le pouvoir public ou les autorités compétentes à pouvoir tout simplement prendre en compte les désidératas non seulement du peuple, mais les enjeux de l'heure. Parce que vouloir ramener ces pays dans la situation de crise dans laquelle nous sommes sortis il y a de cela quelques décennies serait très dangereux et pas tellement responsable. Y a-t-il des voies de sortie de crise? Y a-t-il des issues auxquelles on peut... Mais oui, il a été proposé plusieurs issues, des voies de sortie pour sortir de la crise dans laquelle nous sommes. Sur le plan sécuritaire et les discussions qui existent aujourd'hui entre les forces dites de l'AFC M23 et le gouvernement. Il y a des discussions qui se tiennent entre les deux camps, mais qui jusqu'à présent continuent à piétiner, n'accordent toujours pas de résultats. Non seulement à ces niveaux, vous avez aussi au niveau régional les discussions qui ont été coulées en forme d'accord entre le gouvernement de Kinshasa et Kigali, les 10 accords qui ont été appelés les accords de Washington, qui ont édicté des obligations à charge de chaque partie, mais qui jusqu'à présent tardent de pouvoir aboutir à une certaine effectivité. Alors, de manière claire, nous dirons tout simplement que les voies, les passerelles de sortie de la crise dans laquelle nous sommes sont connues. Mais il y manque tout simplement une dose de bonne volonté. C'est-à-dire quoi? Quelles sont ces voies-là qui sont connues? Les voies qui sont connues sur le plan sécuritaire, je viens de le dire tantôt, ce sont les discussions qui doivent aboutir entre les deux camps, entre Kinshasa et Goma. Ils doivent aboutir, les discussions doivent chuter. Qu'est-ce qu'ils se sont dit les deux? Qu'est-ce qu'ils prévoient pour sortir de la crise dans laquelle nous sommes? Parce que si les deux camps ne prévoient rien pour la sortie des crises, on risque de se retrouver dans une situation indemne et le regret serait lequel? C'est que la situation sécuritaire risque de se dégrader davantage. Du point de vue électoral, est-ce que le retard que nous connaissons peut être rattrapé? Le retard que nous connaissons, oui, il peut être rattrapé, bien entendu, mais si seulement nous faisons preuve d'une certaine volonté. Vous savez, les opérations électorales doivent se tenir, dans la plupart des cas, entre 2 ans, parce que dans la pratique, les experts disent qu'il faut préparer les prochaines élections déjà au lendemain d'un résultat. C'est là que le processus doit commencer à se préparer. Mais là que nous sommes déjà presque dans des délais qui deviennent presque tardifs, je crois qu'il serait raisonnable de très vite, parce qu'aujourd'hui nous sommes presque à moins de 2 ans de la fin de mandat du chef de l'État et de certains animateurs des institutions législatives. Il serait très important et indiqué de pouvoir... Le 2028 n'est pas tenable, hein?
De manière rationnelle, c'est tenable, mais avec un forcing. Parce que je me souviens que à l'époque d'un président de la CENI, comment il s'appelait, Ngoï Mulunda. Ngoï Mulunda avait organisé les élections de 2011, je crois pratiquement en moins de 2 ans, en une année. Il avait organisé les procès électoraux, l'enrôlement et tout ce qui a suivi après. Voilà pourquoi les élections de 2011 ont été des élections qui ont été fortement contestées et qui ont donné après à des gouvernements d'union nationale. Alors, nous ne voulons pas retomber dans cela. Nous ne voulons pas retomber dans cela. Ici, si seulement il faut libérer le processus électoral, il faut le libérer le plus tôt. Mais il y a des préalables. Les préalables, comme nous venons de le dire, il faudra aplanir les points des divergences qui sont d'ordre sécuritaire et d'ordre politique. Et le référendum, le référendum il ne faut même pas y penser, ça serait une rêverie, ça serait une insulte, surtout pour les peuples qui se retrouvent présentement en train de vivre les affres de la guerre à l'est de notre pays. Le référendum solutionnerait quoi? D'aucuns ont pensé, pour ne pas les citer, mais Sidi Mutombo disait qu'il y a de l'union sacrée. Avant toute réforme, avant tout le lancement du référendum, il faut d'abord qu'on récupère les zones occupées. Et si cela s'avérait être fait, on peut y penser. Est-ce qu'on peut y penser? Si seulement on récupérait les zones occupées, on sentirait qu'il y aurait quand même un sens de responsabilité lié à la situation sécuritaire de l'Est. Mais maintenant, s'il faudra réfléchir à un référendum qui porterait sur quoi? Le référendum, oui, il est prévu par notre Constitution. Le référendum a des bases légales. Mais le référendum doit porter sur quelle question? Tout simplement, c'est là que se poserait le problème. Si le référendum doit porter sur une question organisée par la Constitution, d'accord. Mais si le référendum doit porter sur une question qui n'est pas organisée par la Constitution, on risquerait de tomber dans l'anticonstitutionnalité et ceci est condamné par notre Constitution. Notamment la question du changement de Constitution, de passage à la 4e République. Non, ça serait très dangereux parce qu'on ne peut pas aller au-delà des limites que la Constitution nous impose. Même le dit référendum est lié à la Constitution. Monsieur Peter Kazadi, qui est aussi avocat comme vous, de l'IDPS, il dit la France est passée de la 4e à la 5e République. Oui. L'État a organisé ce référendum, ce passage-là de changement de République. La France ne s'est pas pour autant écroulée. La France a survécu et la France aujourd'hui, depuis je crois 58, est toujours sous la 5e République. Donc c'est une jurisprudence que le Congo peut aussi appliquer dans son contexte. Mais cette jurisprudence, il faut l'appliquer de manière la plus indiquée possible. Si la France est partie de la 4e à la 5e République, c'est connu. C'est parce qu'à la base, il y avait une instabilité institutionnelle au niveau des républiques précédentes. Et qu'est-ce qui a donné lieu à la 5e République? C'est tout simplement parce que la France était dans un régime politique où il y avait plus le parlementarisme comme ça existe dans les régions européennes. Vous avez plus un parlementarisme, un pouvoir qui est accordé plus au Parlement. Et ça mettait en difficulté l'exécutif à pouvoir opérer. Et le changement qui est intervenu en 1958 pour amener la France à la 5e République, c'était un changement qui devait renforcer le pouvoir exécutif. Et lorsqu'ils ont renforcé le pouvoir exécutif, après certaines tensions qu'il y a eu au niveau de l'Algérie, que l'on appelle les tensions liées aux pieds noirs, certaines personnes de l'Algérie qui avaient fait des troubles à cette époque-là et qui ne permettaient pas, et qui a été plutôt à la base de l'instauration ou bien à la base de l'initiative tendant à pouvoir installer la 5e République. Ce sont ces événements qui ont conduit à la 5e République. Et depuis 1958 à ce jour, la France connaît des révisions, elle ne connaît plus de changement de constitution. Et chez nous, quels sont les mobiles? Quelle est la raison pour laquelle on aimerait passer de la 3e à la 4e République? Quelles sont ces raisons? Nous avons une constitution qui est encore jeune et qui continue toujours à apporter quand même de son jus nouveau, toujours dans le fonctionnement des institutions République démocratique du Congo. De 2006 à ce jour, je crois que notre constitution va totaliser cette année ses 20 ans d'existence. Elle atteint présentement presque sa vie d'adulte et dans son fonctionnement, elle a pu nous permettre de pouvoir organiser quelques scrutins électoraux. Je crois qu'on a déjà organisé près de 4 scrutins électoraux. On a pu obtenir l'alternance au sommet de l'État. La prochaine élection devra nous apporter une deuxième alternance au sommet de l'État. Je crois que c'est une constitution qui continue toujours à apporter quand même du nouveau. Mais Samuel, parlant de la constitution, les opposants sont en train d'accuser le président d'avoir violé son serment constitutionnel. Et par conséquent, ils demandent qu'il puisse démissionner pour cela. Est-ce que c'est une exigence qui est pour vous rationnelle? En quoi il aurait violé son serment? Il a fait quoi pour violer son serment? Il a violé son serment constitutionnel, le fait de vouloir
toucher à la Constitution. En émettant des intentions de pouvoir... je crois que matériellement, ça serait difficile de pouvoir établir cette infraction-là. Pourquoi? Parce que les intentions doivent être extériorisées par des actes matériels extérieurs. Tant qu'il n'y a pas encore eu ces actes-là, ça serait difficile de pouvoir, ne serait-ce que prétendre... Ils disent que la machine est en marche. La machine, bien entendu, est en marche, mais le président de la République intervient in fine, presque à la fin du processus, à la promulgation de l'éventualité de la mise en place d'une nouvelle constitution. C'est là que le président va devoir intervenir. Le président, c'est vrai que de par l'article 90 de notre Constitution et suivant, ces articles font du président de la République non seulement le garant du bon fonctionnement de la Constitution, mais aussi le défenseur de cette Constitution. Alors, il serait le premier à pouvoir défendre notre Constitution. Et ne le faisant pas, on risquerait de penser qu'il serait peut-être de mèche avec les personnes qui aimeraient opérer ce que nous appelons un coup d'État institutionnel. Parce que la mise en place d'une nouvelle Constitution ne peut se faire que par des mécanismes politiques connus. Et quels sont ces mécanismes politiques connus? C'est généralement des coups d'État, c'est généralement des révolutions. C'est généralement ce genre d'événements qui interrompent la vie institutionnelle ou la vie démocratique d'un pays pour passer à une autre vie constitutionnelle. Mais maintenant, vouloir mettre de côté l'actuelle constitution pour en proposer une nouvelle, cela se ferait par quel mécanisme? Parce que l'actuel régime fonde son pouvoir sur cette constitution. Et quand vous lisez la loi sur le référendum, il est donné pouvoir à la Constitution de pouvoir élaborer une nouvelle Constitution, changer les règles constitutionnelles. Mais c'est en ça que nous disons que cette loi est carrément anticonstitutionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle transgresse même les exigences légales. Une loi, lorsqu'elle n'est pas conforme à la Constitution, je me demande comment est-ce qu'elle passera au niveau de la Cour constitutionnelle. On mettra nos hauts magistrats, nos juges constitutionnels en difficulté, parce que comment vont-ils procéder pour faire passer une loi qui ne soit pas conforme à la Constitution? À quoi elle n'est pas conforme à la Constitution? Elle n'est pas conforme à la Constitution pour les raisons notamment celles que vous venez de citer. Lorsqu'on reconnaît à des députés cette latitude de pouvoir changer les règles constitutionnelles, on se fonderait sur quoi? Parce qu'il faut reconnaître qu'en droit, les compétences sont d'attribution. Une institution ne peut pas s'attribuer de droits que la Constitution ne lui a pas donnés. Voyez-vous? Et lorsque cette loi veut conférer au pouvoir législatif ou à la constituante, comme elle le dit à un moment donné, elle reconnaît peut-être au chef de l'État le droit de pouvoir mettre en place une constituante. Déjà, on confère au chef de l'État des attributions qui ne sont pas les siennes. La Constitution n'a pas prévu tout ça. Et de deux, on reconnaît à l'Assemblée nationale ce devoir ou cette mission de pouvoir être en mesure de pouvoir entériner ou changer les règles constitutionnelles. Ces attributions-là, la Constitution ne les a pas reconnues à notre Assemblée législative ou à notre Parlement. Alors, déjà ces éléments, ceci démontre à suffisance que cette loi est une loi qui transgresse et qui énerve la Constitution et qui peut en aucun cas passer au niveau de son contrôle de constitutionnalité, au niveau de la Cour constitutionnelle. Au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais Maître Samuel, l'autre question également qui mérite d'être posée, c'est la question justement liée au mandat du président. J'ai posé la question d'entrée de jeu. On fait comment? On fait comment si on n'a pas d'élection, à bonne date? Le président reste en fonction. Le président reste en fonction au-delà de 2028. Ou comment on va faire? Bon, dépasser 2028, si les élections ne se tiennent pas, c'est vrai qu'il sera difficile de pouvoir passer au-delà de 2028, mais pour aboutir à cela, il doit avoir carrément un consensus au niveau politique. S'il n'y a pas de consensus au niveau politique pour pouvoir obtenir un glissement, il sera totalement difficile de pouvoir passer correctement cette date fatidique. Il n'y a pas d'arrêt, il y a un arrêt, l'arrêt de 2015. Mais cet arrêt de 2015 que certains aimeraient invoquer ici comme étant un arrêt qui pourrait faire jurisprudence, savez-vous, pour qu'un arrêt puisse faire jurisprudence, ce n'est pas de droit comme ça qu'un arrêt devient une jurisprudence, il y a un processus. On ne recourt à la jurisprudence que lorsqu'il y a le silence de la loi.
Et si nous tombons dans ces cas de figure, d'accord, cet arrêt peut faire jurisprudence. Maintenant que nous sommes encore dans l'interprétation normale des dispositions légales, cet arrêt ne peut pas s'appliquer comme tel. Voilà pourquoi, si seulement il se pourrait que nous puissions prétendre, ou bien que le régime en place puisse éventuellement prétendre à un glissement, ça sera l'œuvre de toute la classe politique. Maître Samuel Konko, bon, j'espère que votre co-débatteur arriverait un peu plus tôt pour lui passer la parole, mais je suis contraint de passer au deuxième sujet, compte tenu de l'évolution du temps. Bujumbura, le président burundais a initié des consultations pour résoudre la crise, la crise qui se vit au pays sécuritaire et même politique. Alors, il a reçu des opposants, les confessions religieuses sur place. Êtes-vous optimiste que ces consultations peuvent aboutir à quelque chose de consensuel entre classes politiques pour la nation? Nous continuons à être optimistes. Pourquoi? Parce que nous aimerions bien quitter de la crise dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Ça ne profite vraiment pas à personne, ça ne profite ni au peuple, encore moins aux acteurs politiques ou à ceux-là qui aujourd'hui occupent la partie est de notre pays. Il faudra aussi souligner ici que le chef de l'État burundais, dans sa mission de pouvoir offrir des offices dans la question de la pacification de notre pays, il agit aussi comme étant le président en exercice de l'Union africaine. Alors je crois que c'est par cette position-là qu'il essaye un peu de pouvoir offrir ses bons offices pour essayer d'apporter la solution à la pacification de notre pays. C'est vrai que d'autre part, nous savons qu'il y a plusieurs dynamiques qui ont déjà été mises en mouvement tendant dans le même objectif. Vous avez la dynamique au niveau de Nairobi qui a été mise en place à une certaine époque. Vous avez Luanda aussi qui a essayé avec le président Joao Lourenço, qui a essayé d'ailleurs plus d'une fois à pouvoir amener autour d'une table sur le mandat de l'Union africaine les acteurs politiques en conflit République démocratique du Congo. Ça n'a pas marché à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est le président Ndayishimiye qui essaie aussi à son tour de pouvoir... C'est comme un cercle vicieux. Pourquoi ça tourne sans pour autant avancer? Nous avons l'impression de pouvoir faire du surpas, d'être sur place, rien n'avance. C'est tout simplement parce qu'il y a un manque de volonté. De la part de qui? De tous les acteurs, je n'ai pas envie de les citer de manière nominative, mais il est important que tous ces acteurs manifestent cette bonne volonté. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de Bujumbura, il faudra reconnaître que les discussions se tiennent avec les acteurs politiques de l'opposition. Et quand on parle des acteurs politiques de l'opposition, nous faisons allusion à ceux-là qui sont plus à Kinshasa, qui incarnent peut-être bien entendu une certaine opinion importante de notre pays. Mais est-ce que rien que par des discussions avec les acteurs de l'opposition de Kinshasa, allons-nous trouver la solution pour sortir de la crise dans laquelle nous sommes? Moi, j'ai dit directement très faux. C'est peut-être une partie du problème, mais le problème, il est plus sécuritaire. La crise, elle est plus sécuritaire. Tant que nous n'aurons pas réglé la crise sécuritaire, tous les arrangements politiques ne seront que des arrangements qui vont voler en éclats. Dans la priorité, c'est la crise sécuritaire. La crise sécuritaire, elle doit trouver de solutions. Parce que c'est en soi, elle, qui sous-tend pratiquement 90% de l'instabilité que nous vivons aujourd'hui. Si elle trouve des solutions, nous allons sortir de la crise dans laquelle nous sommes. Il y aura des arrangements, bien entendu, politiques pour pouvoir baliser le chemin. Mais pensez qu'en voulant convoquer peut-être les acteurs de l'opposition autour d'une table et penser régler la crise sécuritaire qui continue à nous mettre en difficulté, ça serait carrément, je ne vais pas dire rêver, mais ça serait carrément ne pas frapper à la bonne porte. La bonne porte, c'est laquelle? C'est régler le problème sécuritaire dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Tant que cela ne sera pas réglé, les arrangements politiques ne vont qu'être des arrangements qui ne vont pas produire de leurs effets. Et tout ce que nous voulons, que ce soit, si c'est une démarche qui tend à pouvoir ouvrir un large processus à la participation de tous les acteurs en conflit, ça d'accord, nous saluons ces démarches. Quand vous dites tous les acteurs en conflit, vous faites allusion à qui exactement? À tous les acteurs en conflit, ça veut dire, je parle des acteurs aujourd'hui qui sont à Kinshasa du pouvoir qui est de l'opposition, je parle des acteurs importants qui se retrouvent en exil, je pense notamment au président de Ensemble, je pense notamment à l'autorité morale du FCC qui est le sénateur à vie, je pense notamment à ceux-là qui ont pris les armes à l'est du pays. Ça veut dire... Rwanda également. Non, le Rwanda n'est pas concerné dans une affaire congolaise. Le Rwanda a essayé d'avoir des discussions avec Kinshasa dans la dynamique de Washington. Il y a déjà un accord qui avait été coulé, mais qui souffre d'application. Ça, c'est au niveau de la crise entre le Rwanda et entre Kigali et Kinshasa. Mais le Rwanda, selon les rapports de l'ONU, le Rwanda continue à entretenir cette insécurité parce que le Rwanda tire profit économiquement de cette insécurité. Ça permet à ce que
ce pays puisse vivre, puisse alimenter son économie. Mais on va se poser la question également, parce que vous proposez que les Congolais se mettent autour d'une table et trouvent des solutions. Certes, cela peut être faisable comme dans le passé, mais l'insécurité n'a pas pour autant pris fin. C'est un cycle qui reprend à chaque période. Est-ce que cette fois, qu'est-ce qui prouve que cette fois, ça sera la fin définitive ou bien ce sera juste du maquillage, comme dans certains cas? Écoutez, la République démocratique du Congo est un pays en jeu stratégique énorme, non seulement dans la région, mais au niveau aussi mondial. C'est un pays qui subit des pesanteurs énormes. On peut bien entendu s'entendre au niveau interne, mais tant qu'on n'aura pas une certaine maturité politique pour régler aussi les questions au niveau régional, il sera toujours compliqué. On va toujours nous mettre dans une certaine instabilité. Surtout que nous réunissons au Congo les facteurs qui permettent à l'Occident de pouvoir nous fragiliser, à savoir nous n'avons pas encore d'armée forte comme il se doit pour sécuriser les territoires nationaux. Ça veut dire l'Occident pourra toujours profiter, utiliser toujours nos pays voisins pour mettre en instabilité. Comment alors ça sera une solution si déjà le Congo est un État qui représente beaucoup d'enjeux au niveau international, même sous-régional. Oui. Au niveau interne, si nous trouvons la cohésion en interne, quelle sera la part de l'étranger? La consolidation de l'État ou le renforcement de l'autorité de l'État est un processus. Et ce processus doit être viabilisé d'année en année. Vous savez que lorsque la République démocratique du Congo a quitté du Zaïre à la République démocratique du Congo, elle n'était même pas classée parmi les armées de l'Afrique à un moment donné. Parce qu'il y avait un recul énorme du temps Zaïre qui a fait qu'il y avait la chute de ce régime, qui était un régime qui avait une armée reconnue à une certaine époque, mais qui a été fragilisée. Et il fallait mettre en place une nouvelle armée. Cette armée a été mise en place après les accords de Saint-Titi. Nous n'avions presque pas d'armée à une certaine époque au début des années 2000. Et il fallait mettre en place une armée. Cette armée-là, qui a été mise en place après les accords de Saint-Titi, c'était une armée qui a été composée des éléments qui ressortaient de groupes armés et des éléments qui sortaient des forces loyalistes qui ont constitué cette armée. Et cette armée était en train d'être consolidée d'année en année. Lorsqu'il y a eu passation de pouvoir entre le président de la République et son prédécesseur, il a été clair, il a dit qu'il avait hérité d'une armée structurée. Voyez-vous, je ne veux pas dire que c'était une déclaration purement politicienne, mais j'ai besoin ici de dire tout simplement que déjà partant de ce processus-là, il fallait continuer, bien, il faut continuer à renforcer notre armée. Il était revenu sur cette déclaration-là. Il était revenu dessus. S'il est revenu dessus, tant mieux. Mais nous pensons que la consolidation, bien, le renforcement de l'autorité de l'État passe par ça. Il faudra consolider les outils de sécurité et de renseignement de notre pays. Et comment gère-t-on le cas Rwanda? Comment on va gérer le cas Rwanda au niveau interne? Au niveau interne. Au niveau interne, d'abord, le cas Rwanda est géré au niveau régional. C'est entre Kigali et Kinshasa. C'est entre Kigali et Kinshasa que cette question-là est réglée. Et elle a déjà été coulée en forme d'accord. Mais aujourd'hui, cet accord bien entendu, ça n'avance pas. C'est à cause d'un manque de volonté, tout simplement. De la part de qui? Des parts et d'autres. Lorsqu'ils ont signé cet accord, il a été dit quoi dans ce fameux accord? Il a été dit que le Rwanda devait retirer sa barrière défensive, comme elle appelle, ça veut dire ses éléments du territoire national, conditionnant son retrait à son tour par la neutralisation des fameux FDLR. On ne sait même pas où ils se retrouvaient, ces fameux FDLR. Mais tant qu'eux, à leur niveau-là, n'auront pas réglé ce problème-là, comment pensons-nous qu'ils vont sortir de la crise dans laquelle ils ont placé? Donc, du côté de Kinshasa, du côté de Kigali, de part et d'autre, personne ne respecte entièrement ces engagements consignés dans l'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda. Ah ben clairement, si c'est de part et d'autre. On ne peut pas accuser un régime quelconque comme on l'entend avec Patrick Muyaya qui dit que c'est le Rwanda qui est de mauvaise foi. Bon. Le Rwanda joue... Patrick veut continuer à tirer profit de cette insécurité pour alimenter son économie. Écoutez, moi je ne veux pas jouer ce rôle-là pour pouvoir enflammer la question qui est déjà suffisamment tendue, mais étant donné que c'est une question qui oppose deux camps opposés, les responsabilités en matière de règlement d'un conflit sont généralement partagées. S'il n'y a pas de solution, ça veut dire que les responsabilités sont partagées, que ce soit au niveau de Kinshasa, que ce soit au niveau de Kigali. Papa Joly, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, cher journaliste, bonjour à mon ami et aux téléspectateurs plutôt. Alors, vous êtes là, vous suivez déjà, nous sommes dans le bain de l'émission. Nous parlions déjà en ce moment même de ces consultations qui se sont tenues
au Burundi, parce que les leaders sont rentrés depuis ce matin, ils sont à Kinshasa. Êtes-vous optimiste ou vous êtes pessimiste que ces consultations puissent aboutir à quelque chose de consensuel? Parce que Maître Samuel Konko relevait tantôt que on est allé de dialogue, de processus en processus, et qu'apparemment il n'y a pas d'issue. Quelle est votre lecture? Pensez-vous que cette fois ça peut être la bonne? Bon, je ne suis ni optimiste ni pessimiste, sauf que l'histoire des dialogues, consensus, il n'y a que le jeu de mots, hein, parce qu'au finish, il y a un gouvernement de cohésion nationale. Ce spirale-là, ça a changé la perception de l'homme congolais. Aujourd'hui, ça entre dans les us fonctionnels d'un État, de notre État plutôt, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une crise, il fallait palabrer. Après, il y a une cohésion, un gouvernement de cohésion nationale. Alors que la conscience qui nous régente aujourd'hui, elle nous a dit que non, je suis là, mais je vous bombarde avec les structures d'appui à la démocratie. Parmi les structures, il y a la CENI. Et l'objectif de la CENI, c'est organiser les élections pour donner aux institutions les animateurs. Mais ce qui est bizarre, la CENI elle-même, elle n'arrive pas à... Ou soit, elle répond à sa mission, mais l'homme congolais est en adéquation avec la pensée philosophique de la CENI. C'est-à-dire que la CENI est là, elle a évolué comme texte, mais l'homme reste statico. C'est-à-dire que oui, peu importe la CENI, même si on publie au lobe, au matin brimé de la publication des élections, cet homme-là qui a pensé qu'on doit mettre des structures d'appui à la démocratie, c'est lui qui est contre la publication de la CENI. C'est-à-dire non, c'est-à-dire il y a eu bourrage d'urnes, il y a eu ceci, c'est là. Après quelques temps, c'est même homme-là qui se substitue pour créer, bon, je ne sais pas si ça, on va appeler ça une rébellion. On va rappeler, vous êtes de Arrête, non? Non, moi je suis invité en tant qu'analyste libre. Ah, vous n'êtes pas aucun politique? Ni AREP, ni je fais partie d'aucun parti politique. Donc, je suis chercheur conférencier. Les jours où j'aurai le mandat d'un parti politique pour parler au nom de ce parti, je vais m'y présenter sans embâche. D'accord. Mais Pompon Joli, on fait comment? On fera comment dans ce contexte-ci? Les opposants demandent la démission du président comme solution à la crise. De notre côté, on ne jure que par la poursuite du processus, notamment de la réforme constitutionnelle. On fait quoi dans ce... Non, ça c'est grave parce qu'il y a longtemps, un grand politique sénégalais qui a dit la classe politique zaïroise, elle est immature. Je pense que c'est dans l'anthropologie congolaise apparemment. Ça c'est grave. Les opposants qui réclament la démocratie et même ne sont pas des démocrates. C'est comme si vous voulez jouer au football, mais vous ne connaissez pas les règles de vous. Comment ça? Mais parce que la démocratie au Congo voudra que le président puisse faire 5 ans par rapport à son mandat. Mais démissionner, c'est aussi prévu par la Constitution. Et je peux avoir l'article? La démission du président? Non. En cas d'empêchement, de démission. L'empêchement? Démission ou... Mais il faut lire bien l'article. Parce que vous savez, moi, je n'ai pas fait les droits. Mais en droit, on dit, il y a les textes et l'esprit du texte. L'esprit de démission, l'empêchement, peut-être une maladie intermittente. Mais le président peut démissionner. Non, il peut démissionner, mais lisez bien. Donc, ça dit c'est juste une fiction juridique. Moi, je ne sais pas s'il y a une... Non, ça peut arriver. Non, moi, je ne sais pas. Le président paie. Oui. Mais non, on ne peut pas pousser le président à la démission. Mais oui, bien sûr. Lui, il paie. Il se dit, bon, j'ai l'incapacité de gérer, j'ai des raisons X, des raisons de convenance. Je présente ma démission. Mais pas pousser au président de démissionner. Là, dans cet article-là, dans l'esprit, ça n'existe pas. Donc, quand vous réclamez quelque chose, apparemment, vous devrez être des exemplaires, des exemples. Vous savez, même Jésus a dit, avant d'enlever la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre, il faut commencer par la poutre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la démocratie, c'est quoi? Sur la nomocratie, nomos kratos, le pouvoir de la loi. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, tout ce qu'on peut entreprendre comme démarche, on doit se référer à... Article 75. Ouais. En cas de vacances pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, voilà, les fonctions du président de la République... Voilà. C'est le président de la République
à l'exception de celles mentionnées aux articles 78 ou 78, 81, 82, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. Et le Sénat a un scénario qui est prévu par la Constitution. Le Sénat a un mandat de 3 ans pour organiser les élections, soit 6 mois. Mais dis-moi, ceux-là, dans l'esprit de l'article, on sous-attend que lui, le président, qui vient pour démissionner, pour poser sa démission. Non, la Constitution dit en cas de démission. Non, en cas de démission de qui? De cette institution. Oui. Alors, la personne ou les personnes qui ont initié cette démarche-là de démissionner, qui le président puisse démissionner, ils doivent avoir de référentiel. C'est-à-dire que, via la conscience, son article est tel, via peut-être la loi qu'on vient d'ajouter, la loi. Donc on ne peut pas demander la démission à un président. Non, ça ne se fait pas. On ne peut pas le demander. Je dis, lisez, parce que le président n'a pas que la Constitution qui lui protège. Il a aussi une loi qu'on venait de voter. C'est comme la loi sur les statuts des anciens présidents. Alors, lorsque vous voulez entreprendre une démarche cadencée par rapport à un président, alors il fallait répertorier toutes les dispositions qui peut faciliter aujourd'hui la nation à avoir quand même une référence par rapport à une première jurisprudence au monde, moi je pense. La démission du président, ce n'est pas en écrivant une démission et vous allez déposer ça à la cour, je ne sais pas. La démission du président, peut-être c'est la population qui s'approprie de l'action, elle fait des marches pour dire que le président ne répond pas aux besoins spécifiques de la population. On a vu ça partout. Mobutu est parti à cause de plusieurs marches. Il est parti, mais ce n'est pas lui-même qui a initié son départ. C'était une pression interne où la population zaïroise ne voulait plus du président. Vous conseillez quoi? Là, c'est manque... Non, qu'est-ce que vous leur conseillez? Non, ça dit les rapports, ça dit la politique au-delà des plusieurs définitions. Il y a aussi le rapport de force. Ça, ils le savent. Comment devrait-il se comporter dans ces contextes? Ils le savent que sur le terrain, ils ne représentent rien. Vous savez, Papa Etienne avec... Les opposants ne représentent rien? Non, rien du tout. Bon, non, leur politique, leur opposition aujourd'hui, c'est dans des couloirs. Vous avez vu avec Chenda Ishimi, le président de l'Union africaine. Alors que nous sommes habitués, depuis les Zaïre, même le Congo des Kabila, avec des marches pour pousser Mobutu des partis, pour pousser Mobutu de respecter la Constitution, alors que Mobutu, vers la fin de son mandat, il y avait un vide juridique, parce que même les maîtres venaient de le dire, parce qu'il y avait un vide juridique avec la CNS. Vous conseillez quoi aux opposants? Qu'il initie des actions comme on était habitué avec l'opposition, c'est-à-dire des marches, c'est permis dans la Constitution, des sit-ins, c'est permis dans la Constitution, mais écrire ou demander la démission d'une institution légalement et légitime, ça ne se fait pas. Non, je n'ai jamais. Pour moi, ça sera une jurisprudence. Je n'ai jamais vu ça. Ça, c'est une perte de vitesse. C'est-à-dire, il n'y a pas le rapport de force. Ils le savent que, ou elles le savent parce que c'est une opposition, qu'on ne peut pas réunir même, réunir même 100 personnes. Alors, changeons des stratégies, changeons des paradigmes, allons peut-être, c'est juste des poudres dans les yeux. Merci. Il n'y a rien du tout. Comme, en tout cas, moi, quand je suivis ça, j'ai dit, nous sommes en face de nous de dictateurs autocratiques masqués. Voilà. Maître Samuel, oui. Bon, on est en train de parler de cette opposition de C64 qui a été reçue à Bujumbura. Leur démarche tendant à demander la démission du président de la République, c'est une démarche rationnelle ou une opposition qui est en perte de vitesse, comme le dit Pompon Joli? Je crois que, toute proportion gardée, il faudra reconnaître à l'opposition de pouvoir recourir aux armes qui sont les siennes. Ce sont les armes que l'opposition peut utiliser, à savoir l'organisation des manifestations publiques, les journées déclarées ville morte, et aussi faire ce genre de déclarations qui sont quelquefois toujours tapageuses. Ça rentre dans les stratégies de l'opposition. Mais ici, là, n'est pas tellement le problème. Ici, moi, ce qui m'intéresse, ou ce qui nous intéresse, nous, en tant que Congolais, en tant que peuple, c'est de trouver des solutions pour pouvoir sortir de la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'entends mon co-débatteur d'en face qui dit tantôt que, compte tenu des rapports de force, l'opposition représente non seulement grand-chose, mais rassurez-vous, chers amis, qu'il ne faut pas mépriser un acteur politique. Les acteurs politiques peuvent à tout moment se transformer en
on a un partenaire, soit un allié, ou tout soit un élément qui peut créer une instabilité dans une certaine démarche. Qui aurait pu penser que la ville morte qui avait été décrétée par l'opposition pouvait apporter un résultat tel qu'on l'avait constaté dans cette ville? Nous tous, on ne pensait pas. Mais cette journée-là, on a vu dans cette ville comment est-ce que la ville a été paralysée. On a constaté que dans tous les points chauds de la ville de Kinshasa, ici, il y était certains dispositifs sécuritaires impressionnants, comme si on était en état de guerre. On l'a tous vu. Qui pouvait penser qu'une telle initiative pouvait venir de l'opposition? Voilà pourquoi il ne faut pas vraiment penser que les acteurs politiques peuvent être négligeables comme vous le pensez, ou comme certains diraient opposition et APT ou opposition je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, la dite opposition APT se retrouve où aujourd'hui? Se retrouve à Bujumbura, invité par le président en exercice de l'Union africaine, en vue de faire quoi? En vue de tout simplement trouver une solution à la sortie de crise. Maître Samuel, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est rationnel demander la démission d'un président dont le mandat court? Ici, n'est pas question... Ça va résoudre quel problème? Écoutez, ici n'est pas une question de rationalité. Si la rationalité doit aujourd'hui faire l'objet d'un débat, c'est une rationalité politique. Il s'agit d'un combat, d'un bras de fer. Avant que l'opposition ne puisse poser ses conditions ou puisse faire cette déclaration, qu'est-ce qui a été fait? Il y a une sortie qui a été faite précédemment, où le chef de l'État a fait savoir à l'opinion nationale qu'internationale que la Constitution, si seulement le peuple lui demandait de pouvoir se maintenir au pouvoir, il resterait. Il a fait savoir à l'opinion nationale et internationale que si seulement l'Est du pays n'était pas récupéré, il n'y aurait pas d'élection. La réaction de l'opposition au travers de toutes ces actions et toutes les déclarations qu'il ne cesse de faire, c'est en réponse à une certaine dynamique qui est mise en place par le pouvoir. Le pouvoir a déjà mis en place une certaine dynamique qui est marquée par la mise en place d'une loi référendaire qui devra pratiquement déraciner la Constitution que nous avons aujourd'hui. Alors, c'est dans ces mécanismes-là que vous voyez qu'il y a des déclarations qui fusent de part et d'autre en vue de pouvoir décourager tout simplement. C'est de la surenchère politique. Bon, on peut le dire ainsi, mais c'est juste une des armes que l'opposition utilise. Voyez-vous, ce n'est pas une première. On a connu dans ces pays un acteur majeur de l'opposition qui a prêté serment dans sa maison, dans son bureau. Ça fait partie tout simplement de certaines armes politiques. C'est une violation de la Constitution? Mais bien entendu, à ces niveaux-là, c'est plus qu'une violation. À ces niveaux-là, ça devient presque infractionnel. C'est une usurpation de qualité et des titres, tout simplement, voyez-vous. Mais on sait que dans un cadre purement politique, il y a certaines actions qui peuvent à un moment donné énerver la loi pénale, mais bon, c'est quelquefois tolérable parce que ça fait partie de la vitalité démocratique. Vous êtes de même avis que Maître Samuel Konko qui dit qu'il faut que tout le monde soit autour d'une table. Groupe armé, opposition politique, Synco et CC, tout le monde autour d'une table pour résoudre la crise. Et vous pensez que c'est une solution? Même pas parce que... il faudrait interroger parce qu'en arrivant, j'ai écouté son analyse parce qu'il a tenté de faire un tableau synoptique d'histoire du Zaïre. Hein, oui. Parce qu'il y avait un but juridique, nous avons pris une armée, et là c'est vrai. Mais cette situation a été, pour ne pas dire voulue par la communauté internationale, mais la CNES était une initiative de la communauté internationale. Nous n'étions pas le seul pays, il y avait plusieurs pays. Et avant qu'on instaure la CNES, il y a une grande réunion au niveau de la France convoquée par les présidents français de cette époque, vers les années 88, parce qu'il y a eu la compénétration, le changement des paradigmes entre les deux blocs, les économistes et les capitalistes. Et les économistes ont gagné la guerre, il fallait imposer leur hégémonie. Il fallait changer ces paradigmes, même dans des pays africains. Alors Mobutu était absent. Vous voyez? L'absence de Mobutu a fait en sorte que le couloir humanitaire en 1994 puisse être ouvert par une demande de la communauté internationale. Et aujourd'hui, il y a un talon d'Achille à cause de cette histoire. Alors, qui a facilité sur les paradigmes internes? C'est la classe politique, c'est l'opposition, qui a demandé à la population zaïroise de cette époque de piller. Et le pillage a fait quitter les Zaïre de plus de 9000 entreprises à 2000 entreprises. C'est l'opposition de l'époque qui a demandé que la population puisse piller les magasins. Parce que Mobutu a mal géré, il fallait piller. Alors que tellement la population était en adéquation avec les fonctions, le fonctionnement de l'État, elle a cru que la demande de l'opposition, elle était légitime. Donc là, c'est l'UDPS? L'opposition de cette époque, je parle de l'UDPS. Et d'autres oppositions, parce qu'il y avait plusieurs oppositions. L'UDPS, c'est une opposition mère. Alors, s'il y a des bâtiments de l'État, s'il y a des budgets annuels, ce n'est pas les présidents qui votent, ce n'est pas les présidents qui contribuent, c'est la population qui contribue.
L'impôt, les taxes, on fait la compilation de tout ça et on vote un budget. Donc c'est l'argent de la population. C'est la même population qui donne à l'État les animateurs. C'est la même population qui donne à l'État les institutions. Ouais, c'est pour cela, dans l'esprit de l'article 5, on définit la population comme un étant l'émanation du pouvoir. Tout pouvoir émane du peuple, pour la population et les souverains primaires, c'est-à-dire que... Détenteurs du pouvoir. Détenteurs. Alors, on a pillé. On a payé assez de bis. Aujourd'hui, on a des entreprises ou des compagnies de transport qui sont en faillite. Qui a demandé ça, c'est l'opposition. La même pensée philosophique continue. Alors, il fallait faire un travail holistique pour dire à cette population, regardez l'histoire. Parce que lorsqu'on vous dédouane avec l'histoire, vous êtes nul, vous êtes effacé. Regardez, ce n'est pas une histoire lointaine, c'est une histoire récente. Moi, je l'ai vécu, les années 91, 93, je l'ai vécu. Regardez ça. C'est-à-dire, voilà, à cause de cette opposition, nous sommes à cette situation. Limité qui était considéré comme un quartier industriel. Aujourd'hui, ces quartiers s'est transformé en quartier religieux. Religieux plutôt. Parce que des part en part, il n'y a que des églises. Alors qu'il y avait des entreprises. De grandes entreprises alors, des entreprises même, je ne peux même pas extrapoler, des entreprises de holding, des multinationales telles que de General Motors. Là, on est riche et un marché. On avait des Fiat, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, on ne peut pas se dire, bon, moi je suis intellectuel, je parle un bon français, je peux faire des analyses. Et si l'opposition me demande de faire ça, j'accepte. Ça devient, comme on dit en français, des pensées pavloviennes. C'est-à-dire qu'il faudrait réfléchir avant d'accepter de telles demandes par l'opposition. Moi, en tout cas, qu'est-ce que vous suggérez? Moi, je suggère le respect de la Constitution. Par qui? Non, qui respecte la Constitution? Qui doit respecter tout le monde? Les institutions, tout le monde. L'opposition. Je suis devant un juriste. Que dit la loi? Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, on ne doit pas changer. Tout le monde doit respecter. Parce que la Constitution vous dit, le mandat du président est de 5 fois, une fois renouvelable. Là, vous faites à la fin de son mandat, la CNI, qui est l'organe technique d'appui à la démocratie, doit organiser ou dénicher le processus. Mais vous pensez... 3 mois. Est-ce que nous sommes dans les 3 mois la fin du mandat? Du fin du mandat, non. Du président de la République. Mais Pompon Djolé, vous dites que tout le monde doit respecter la Constitution. Ouais. Mais est-ce qu'en demandant, il y aura forcément la solution? Est-ce que l'AFCM 23 occupe une partie du pays? Est-ce qu'en demandant à l'AFCM 23 de respecter la Constitution, ça va résoudre le problème? Mais d'abord, il n'a pas respecté la Constitution. Ça, on l'a constaté. Et surtout qu'il y a plusieurs rapports des structures internationales. Là c'est un constat. Ça c'est un groupe, même pas résident. Le groupe résiduel, c'est... les groupes là, les mouvements là des Rwandais qui étaient ici chez nous, qui sont ici chez nous, bon, je ne sais pas. FDLR. Ça c'est aujourd'hui résiduel. Mais 1-23, c'est estampillé, c'est un mouvement terroriste. Dites-moi une référence dans ces mondes. Mais on négocie avec des terroristes. Tout à fait. Pompon Djolé, vous êtes en train de décrire la solution. Comment on résout ces problèmes? Parce que le problème est à la fois sécuritaire et apparemment politique aussi. Non, purement sécuritaire. Qui veut la paix? C'est pas la guerre. Voilà. Il a parlé de l'armée, donner des moyens à l'armée et puis il faut combattre ces mouvements. Mais ça fait longtemps qu'on est en train de nous battre. Ah, mais parce que déjà, ces cycles, on doit mettre fin à ça. Ça produit quoi? Il y a des Sun City, il y a des conférences nationales souveraines, il y a des accords de Saint-Sylvestre. Colo, on nous a miroité qu'après ça, il y aura la paix. Après cet accord, il y a encore des gens qui se sont substitués pour aller de l'autre côté. C'est un cycle alors. Comment on arrête ce cycle-là? Pour arrêter le cycle, il faut armer, il faut donner des moyens à l'administration congolaise. Parce que l'administration qui va vous permettre de comprendre des velléités expansionnistes du Rwanda ou d'autres pays. Est-ce que pourriez-vous imaginer, nous sommes un matin, on vous dit il y a 10 000 hommes venant du Rwanda qui ont foulé le sol congolais. Vous n'avez pas un REDOC là-bas, à Goma. Vous n'avez pas un administrateur du territoire. Vous n'avez pas la police, ni l'armée. L'armée a plusieurs structures de renseignement, des MIAB. Comment pouvez-vous imaginer un État sérieux? Aujourd'hui, l'option militaire est l'option privilégiée. Non, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire fonctionner cet État. C'est-à-dire qu'on ait une bonne police,
qu'on ait une bonne armée, une processus. bonne administration. Et on va mettre fin à ça parce que les accords vont encore saigner la caisse de l'État. Alors l'argent là que vous devez mettre pour réunir pendant un mois les différents acteurs politiques, mettez-les à notre État pour mettre fin à ces spirales. Moi, je pense que c'est ça la solution. C'est ça la solution. Oui. Alors, il nous reste pratiquement 10 minutes pour clore. Je vais donner à Maître Samuel 5 minutes et à Monsieur Pompon-Joly aussi 5 minutes pour pouvoir clore. Alors, Maître Samuel, nous sommes en train certes de réfléchir, mais l'opinion nous suit, l'opinion nous regarde, l'opinion a besoin de savoir où est-ce que nous allons. De manière pérenne ou durable. On a beaucoup de morts dans la partie Est. La crise politique a tendance à se répéter presque chaque année. Chaque cycle électoral, il y a des élections qui sont contestées, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a un schéma à privilégier aujourd'hui pour d'abord la crise sécuritaire et ce qui apparemment aussi a tendance à prendre la connotation de crise politique? Merci beaucoup, Dan. Je crois que je veux le dire peut-être en résumé. Je l'avais dit en liminaire au début de notre émission. Les schémas existent, tant pour la crise sécuritaire que pour la crise politique. Pour faire court, pour la crise sécuritaire, il y a eu des discussions qui ont déjà été entamées et qui doivent se poursuivre entre ceux-là, aujourd'hui, qui occupent la partie Est de notre pays, et le gouvernement. Ça, c'est au niveau interne. Au niveau régional. Les engagements ne sont pas respectés. Ces engagements-là, d'ailleurs, tardent à être respectés parce qu'à leur niveau, il n'y a même pas encore eu une signature ou un communiqué final. Il y a encore des discussions qui se poursuivent. Ça a commencé au niveau des Doha. Aujourd'hui, ils sont en Suisse et on ne sait pas la prochaine étape sera laquelle. Voyez-vous ? Ils ont décidé de libérer les prisonniers politiques, d'échanger les prisonniers politiques de part et d'autre, de libérer les prisonniers politiques, les prisonniers de part et d'autre. Là aussi, c'est apparemment... c'est pour ça que je suis en train de dire tantôt pourquoi est-ce que tout ceci continue à piétiner, n'avance pas. C'est tout simplement parce qu'il y a un manque de volonté, tout simplement, de part et d'autre. Je l'avais bien dit. Et si seulement nous devons trouver une solution à la crise sécuritaire, au niveau interne, d'abord c'est celle-là, poursuivre les discussions qui entre les forces rebelles qui occupent la partie est de notre pays, particulièrement dans la région du Kivu, et nos forces loyalistes ou bien avec le gouvernement. Ils doivent poursuivre les discussions pour trouver une solution au niveau interne de la crise sécuritaire. La CENCO et l'ECC proposent qu'on ait un cadre d'échange. La CENCO et l'ECC avaient proposé ces cadres d'échange qu'ils ont appelé, je crois, un accord de paix, quelque chose comme ça pour la région des Grands Lacs, mais qui n'a pas été reçu de manière favorable par le camp proche au régime, encore moins le chef de l'État. C'était une proposition qui a fait presque l'objet d'un rejet et qui n'a pas vu pratiquement le jour. Alors, penser qu'on va y revenir dessus serait une possibilité, mais je ne vais pas beaucoup m'étendre dessus parce que je sais que c'était une proposition qui n'avait pas été admise ou acceptée par le régime. Au niveau interne, il y a des propositions qui ont été faites, à savoir... Pour les accords de la CENCO, c'était une proposition qui était rejetée, mais c'était aussi une voie qui avait été proposée et recommandée, non seulement au niveau interne, international et au niveau régional. Ça a été recommandé qu'il fallait qu'on se retrouve, que tous les Congolais se retrouvent autour d'une table sous l'égide de la CENCO et de l'ECC. Mais fort malheureusement, ce processus ou bien cette initiative n'a jamais vu son effectivité jusqu'à ce jour. Alors ça, c'est par rapport à la situation sécuritaire. Mais par rapport à la situation politique, je l'avais dit à l'entame de notre émission que la situation politique dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui est une des parties du conflit dans lequel nous sommes. C'est vrai que la crise sécuritaire constitue en soi 90% du contenu de l'instabilité dans lequel nous sommes, mais la crise politique aussi y est aussi pour quelque chose. Parce qu'il faudra aussi régler. On la résout comment? Bien entendu, par un dialogue. Aujourd'hui, l'initiative qui a été mise en place par le président Ndayishimiye et qui offre ses dialogue au niveau sécuritaire et dialogue au niveau politique. Au niveau sécuritaire, les discussions doivent se poursuivre, parce qu'il y a encore des discussions. Ces discussions doivent se poursuivre afin qu'on atterrisse. Certainement qu'on va atterrir autour d'une table, il y aura certainement des résolutions qui seront prises, responsabilisant les uns et les autres. Mais au niveau politique aussi, ce dialogue, il est important pour pouvoir aplanir aussi une des parties du conflit dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Parce qu'il faudra aussi souligner que même la crise sécuritaire dans laquelle nous sommes aujourd'hui a pour origine d'abord les frustrations au niveau politique.
C'est ces frustrations-là qui ont donné lieu aujourd'hui à la crise sécuritaire dans laquelle nous sommes. Alors, on ne saurait pas résoudre une chose en laissant une autre. Ça sera une résolution des facettes. Si on veut une résolution globale, il est important de régler les deux questions, que ce soit sur le plan sécuritaire et sur le plan politique. Par les discussions. Voilà. Bon, Joly, votre avis aussi, vous pensez qu'il faudrait qu'on aille par les discussions au niveau politique et même sécuritaire Bon, en politique internationale comme nationale, les négociations, c'est la sève de la politique. C'est pour cela que vous avez vu la création de l'ONU. L'ONU, son rôle, c'est pour concilier les partis, c'est-à-dire via des négociations. Mais dans les cas d'espèce, moi je crois que même l'ONU a donné des réponses par rapport à ce qui se passe au Congo. Lorsque vous interrogez la Charte des Nations Unies à son chapitre 7, je crois article 41, 42, 43, cette charte définit l'agression. Vous savez, en diplomatie, les mots ont leur sens. L'agression, c'est lorsqu'une armée d'un autre pays foule ses pieds dans un autre pays. Il n'y a pas une autre définition, c'est une agression. Mais voilà, il y a dichotomie au niveau interne. Tantôt on parle des rébellions, tantôt au groupe terroriste. Moins on parle de l'agression alors que nous sommes agressés. Alors si vous êtes agressé, il y a aussi une réponse que c'est les pays agressés doivent être soutenus par la communauté internationale pour chasser les pays agresseurs. Alors chez nous, ça ne se passe pas. Pourquoi? Parce que la classe politique, elle est divisée. Il y a une maturité de la classe politique. Parce que déjà, par définition, l'opposition, son rôle, c'est le contre-pouvoir. Le contre, c'est-à-dire pouvoir, c'est-à-dire elle est là pour suivre scrupuleusement sur tout ce que le gouvernement est en train de faire. Pour que demain, si elle a le pouvoir, elle vient avec de nouvelles idées. D'accord. C'est ça le rôle de l'opposition. L'opposition ne cherche pas à briguer des chemins, c'est-à-dire à faire des raccourcis, non. C'est-à-dire, elle sait que chez moi, pour avoir les pouvoirs, il faut 5 ans. Je me prépare pendant 5 ans. Parce que les partis politiques, son rôle, c'est ça. Le rôle des partis politiques, c'est former, informer. Le dernier rôle ou objectif, c'est d'avoir les pouvoirs et de les garder le plus longtemps possible. Chez nous, il n'y a pas d'information ni information. Par exemple, au niveau du Parlement, il y a une session extraordinaire. Vous savez, des lois qui sont votées là-bas, des belles lois qui répondent aux besoins spécifiques, qui répondent comment dirais-je, qui répond vraiment à la culture de notre pays, aux besoins de notre pays, n'est-ce pas? Par exemple, la loi sur le contenu local. Alors, si vous regardez cette loi, c'est une belle loi parce que la loi, c'est la souveraineté économique de votre pays. C'est-à-dire que même une entreprise extérieure, si elle vient pour s'installer ici, elle doit se soumettre à cette loi dans au moins 60 à 70% des capitaux locaux. N'est-ce pas? Mais on dans plusieurs lois. Est-ce que le parti de l'opposition suit vraiment scrupuleusement ce qui se passe dans nos institutions, et singulièrement au Parlement, pour former à leurs partisans, que demain, si on a les pouvoirs, voilà. Parce qu'aujourd'hui, le spoil system a fait en sorte que le pays ne fonctionne pas bien. Donc vous avez dans un parti un leader, peut-être avec 4-5% des intellos, les restes là sont des néophytes. C'est-à-dire demain, si on a les pouvoirs, on doit maintenant chercher les ressources humaines ailleurs. Et malheureusement, on cherche plus de courageux à aller plus des intellos. Il n'y a aucune société dans ce monde s'est développée sans les capitales humains. Aucune société. Mais vous proposez alors, il y a que chez nous, mais c'est ça que j'ai dit. C'est-à-dire le problème, c'est le problème congolais qui est un vrai problème. C'est-à-dire on doit traiter d'abord la maladie. C'est quoi la cause? C'est l'homme-là congolais qui est la cause. Comment on peut être agressé? Et l'opposition congolaise... Vous parlez comme Bati. Le Congo, c'est un problème, ce n'est pas un problème de texte, mais c'est un problème Bati. Non, mais non. Moi, je parle... C'est pas un problème de texte. En partie, il a raison. C'est-à-dire que lorsqu'on attribue le problème du Congo à l'homme congolais, en grande partie, on a raison. Pourquoi? Si le texte est là, nous parlons de la constitution de la RDC, a été votée en 2006. Qui a travaillé ce texte-là? C'est cet homme-là qui a les problèmes, n'est-ce pas? Pensez-vous qu'un lion peut pondre une chèvre? Non. Si l'homme congolais a des problèmes, il peut vous donner des beaux textes. Mais concrètement, on fait quoi? Parce qu'on a la crise sécuritaire, concrètement, il faut conscientiser, il faut le civisme, il faut le patriotisme, il faut dire à le Congolais, oui, même si aujourd'hui l'institution président part,
où Tshisekedi quitte le pouvoir ou démissionne, avec la réalité de l'agression rwandaise, pensez-vous que la personne qui va succéder à Tshisekedi, elle ne va pas hériter à ça? Alors ce sont des questions fondamentales qu'on doit se poser pour en finir avec ça. Parce que l'État lui-même est né du cendre de la guerre avec la conférence de Westphalie. Il n'y a pas eu de conférence pour recréer encore un autre État. Nous, on en a eu beaucoup de conférences pour chercher la paix, mais rien n'arrive. Alors pendant que de grands penseurs vous ont dit, si vous voulez la paix, vous devez préparer la guerre. Il y a d'abord la confrontation entre des armées, et puis après la confrontation, il y aura maintenant table de négociation. Table de négociation pour mettre fin. Et l'Iran. Exactement. Mais la guerre, pendant que nous sommes dans la guerre, on négocie, on va négocier dans une position de faiblesse parce que l'armée rwandaise est là. Elle doit d'abord quitter parce que le rapport de force doit changer. C'est-à-dire, si nous voulons changer ces rapports de force, on doit avoir une armée dissuasive, une armée républicaine, une armée qui doit sécuriser l'intégrité territoriale. Alors il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, s'il y a le chômage à plusieurs pourcentages, c'est à cause de la classe politique. À cause de la classe politique. Si nous continuons avec cette réalité, demain, nous aurions peut-être 5%, peut-être 2% des travailleurs, 98% des chômeurs. Pompon Joli, chercheur à l'Assemblée nationale, indépendant, membre de la société civile et aussi comme médecin également société civile. C'était un plaisir de pouvoir vous recevoir ce mercredi. J'espère que prochainement on va faire un débat un peu plus... On va faire un débat sur d'autres sujets d'actualité évidemment pour nos téléspectateurs. Mais c'était un plaisir immense de vous avoir, Pompon Joli, malgré le retard qui est indépendamment de votre volonté. Je m'excuse pour ça. Je crois que c'est une deuxième fois de faire un débat avec lui. La première, c'était chez Kiosque. Oui, c'est la deuxième fois, exactement. Deuxième fois. Allez. Voilà, on va s'arrêter là, mesdames et messieurs, de ce mercredi 8 juillet 2026. Portez-vous bien. C'est bravo, bravo télévision, bravo chez vous. Allez, on se retrouve vendredi. À très bientôt.